Alors, notre sujet du jour, c'est la troisième fois, je crois, qu'on fait ça hein, avec Nicolas. Alors, bon, les années précédentes, on avait la chance de faire ça autour d'un verre de vin ou d'un café. Malheureusement, bon, on continue quand même, mais autour d'un webinar. Donc, l'idée, c'est que Nicolas, qui est un expert, un presque docteur en sciences de la communication et un grand expert en fait de la surveillance de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, va nous présenter son palmarès en fait des bad buzz de l'année 2020. Il y a un certain nombre d'hypothèses de départ. Hein, donc, par exemple, il n'y a pas les États-Unis ou des choses comme ça, mais il va vous raconter comment est-ce qu'il fabrique en fait son palmarès, sur quelle base, etc. Et puis, nous allons commenter et également vous donner essayer de vous donner comme d'habitude un certain nombre de tips de si ça vous arrive, en fait, c'est quoi les grands principes de ce qu'il ne faut surtout pas faire et puis comment est-ce qu'on peut réagir, comment on peut se préparer. Et Nicolas va également probablement vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour véritablement surveiller, parce que bien entendu, le bad buzz, une fois qu'il y en a partout, que c'est sur tous les réseaux et que tout le monde en parle, ça devient un peu plus compliqué de réagir. Hein. Donc, on reste sur toujours la même stratégie qui est la stratégie des feux naissants, c'est-à-dire que plus tôt vous avez l'information que quelque chose se passe, que vous êtes critiqué sur quelque chose que vous avez fait ou pas fait, voire d'ailleurs, d'où l'influence des fake news ou des rumeurs, ou la partie la plus classique qui est un peu gris, c'est-à-dire que ce qu'on vous reproche est peut-être le fait d'une ou deux personnes dans l'entreprise ou d'un pays ou d'un business, mais n'est pas le fait et le reflet de toute l'entreprise. Cependant, il y a un amalgame qui est fait et du coup, l'Internet s'en empare parce que le web conversationnel est toujours simplificateur et donc, euh, c'est là que c'est là, dans cette zone grise, qu'il est le plus compliqué de réagir. Mais certainement, de toute façon, le principe de base, c'est savoir au plus tôt et réagir au plus tôt avec toujours j'ai envie de dire, les grands classiques de gestion de crise. Hein, je vous rappelle, ETA, hein, donc empathie, transparence et action. Donc voilà, sur ces bons mots, je vais laisser Nicolas se présenter rapidement et nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 2020. Il n'y avait pas que du Covid, j'espère, parce qu'on n'en peut plus du Covid. Donc, s'il te plaît, Nicolas, parle-nous d'autre chose. Merci Emmanuel pour cette oui, troisième année de collaboration ensemble sur la présentation de ces différents chiffres, avec aussi du coup un prisme intéressant parce que les crises que tu peux croiser ne sont pas forcément les crises que je croise dans mes échantillons et pour autant les bases sont les mêmes et les techniques qu'on mobilise également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Nicolas Vanderbilt, je suis ancien je faisais une thèse donc, sur les crises de réputation des organisations sur les médias sociaux et c'est un peu à l'occasion de mon mémoire que j'avais commencé un peu ce vaste champ des crises pour lequel j'ai maintenant 796 cas en français et en belge 796 cas, parce qu'on a les deux pays qui nous regardent aujourd'hui, dans ma base de données. Et c'est un peu le marronnier où chaque année je reviens. C'est assez utile, je pense, ne serait-ce que pour moi-même. Donc j'ai de moins en moins de temps pour le faire, mais je m'y attelle. Je le fais de plus en plus tardivement et je m'en excuse parce que du coup j'ai des petits points d'écart, mais c'est un peu la base de cette étude. Et maintenant, désormais, je suis le fondateur et directeur des opérations d'une agence qui s'appelle Saper Védéré. Je ne serai pas trop long dessus, simplement pour expliquer que c'est une agence franco-belge. C'est ça qu'il y a les deux dessus. On récupère la donnée pour en faire des choses stratégiques. Donc, c'est un cabinet d'investissement stratégique qui a bien grandi. Hein. On est, à partir de lundi, on est 31 personnes. Tout ce beau monde à gérer, ça fait beaucoup et de plus en plus. C'est pour ça moins longtemps, mais c'est très essentiel cette étude parce qu'elle me sert vraiment à structurer mes pensées et voir un peu quelles sont les tendances pour mieux accompagner mes clients, je vais même parfois dire nos clients, Emmanuel, là-dessus, puisqu'on collabore pas mal ensemble, et mieux connaître un peu les tendances. D'un point de vue méthodologique, concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une manifestation massive que je ne quantifie pas. C'est pas ça, en fait, qui authentifie un cas. Négative, pas les buzz qu'on analyse, à l'encontre d'une organisation. Donc, je n'analyse pas un chanteur ou une personnalité ou la politique, et qui a été matérialisé dans la chaîne de production en fait, de l'information sous forme d'un article de presse.
en ligne ou papier, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là, je considère qu'il y a un cas, voilà, à partir du moment où la presse francophone en fait l'écho. Ça veut dire qu'un journaliste décide que c'est pertinent, que c'est intéressant pour son audience, pour son lectorat, et que donc il le répercute et il y a une certaine trace, une certaine matérialité du cas, qu'on peut du coup réinvoquer à travers le temps et qui fait l'amoncellement des traces de l'organisation à travers le temps. Donc, c'est vraiment ça. C'est moi, quand il y a un article de presse qui parle d'une crise numérique, je le considère dans mon échantillon. J'utilise le mot bad buzz par historicité plus et par naming habituel, mais je trouve que c'est vraiment la crise numérique, donc celle qui démarre par les réseaux sociaux ou qui amène un prisme bien spécifique, ce qu'on peut appeler une espèce de paracrise. C'est une crise dans la crise qui vient s'amonceler. Ça, c'est pour la méthodo. Passons désormais aux enseignements, hein, ce qui vous intéresse le plus, le résumé des éléments. L'étude complète, elle sera disponible dès qu'on aura fini le petit webinar. Je la publierai sur Twitter, elle sera sur le site. Elle est complètement ouverte, il n'y a pas besoin de mail. Je garde quand même mon côté. Il faut que les études soient ouvertes, il faut qu'elles soient accessibles à chacun d'entre vous. Et je sais qu'en plus, il y a pas mal qui sont présents ici et qui les utilisent pour leurs petits slides qu'ils donnent aux étudiants. Continuer comme ça, c'est très très bien d'avoir des données tangibles et des éléments factuels pour parler des bad buzz, dans la mesure où c'était très peu factuel avant, c'était un peu le grand méchant nous, abominable homme des neiges, on avait très peu codé, très peu interagir, tout ça. Premier enseignement, bah, les crises aussi ont été confinées, nous sommes tous confinés, je suis depuis chez moi, hein, et il y a mon petit vélo qui est derrière, etc. Avant, je me mettais devant un mur bien beau, avec une belle peinture, rien derrière, mais en fait, c'était pas pratique. Et donc, petit à petit, en fait, on accepte que les gens rentrent chez nous. Et autre chose, dans les bad buzz, le Covid est également rentré, puisque on a une baisse absolument énorme. On est passé de 101 cas de crise à 47, assez logique. Et on verra que le Covid-19, la crise du coronavirus, a vraiment impacté tout le processus, et j'en reparlerai après. Quelques petits chiffres, 6% de crises commentées sur Instagram, ça reste stable. C'est-à-dire qu'on a eu parfois des crises sur certains médias naissants qui arrivaient. Je pense à Snapchat, par exemple, mais ça disparaissait et ça revenait. Sur Instagram, il y a une véritable toile de fond. C'est-à-dire que sans être forcément un média social extrêmement chrysogène ou autre chose, c'est un média où de plus en plus s'installent des crises. Je me souviens d'ailleurs avec Emmanuel, on avait une crise il y a 3 ans, je crois, sur Instagram, c'était vraiment un ovni. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on va rechercher? Et il y avait plein de problématiques. Aujourd'hui, c'est bien ancré. C'est bien ancré autour de certaines choses, donc toutes les problématiques d'égérie ou de certains secteurs. Je pense à la gastronomie, je pense à tout le monde de la beauté, de la mode. C'est ces sphères-là un peu, et aussi où de plus en plus des journalistes sont présents sur Instagram. Et si vous faites un peu de relations publiques traditionnelles, vous remarquez que parfois maintenant les journalistes vous posent même est-ce que vous avez un compte Instagram, ce qu'on n'aurait pas du tout imaginé auparavant. Mais donc toile de fond qui reste encore très minime sur certains secteurs et sur certains narratifs, mais qui est présent. 11% des crises furent à propos du sexisme. Ça peut vous paraître énorme, mais en fait, c'est une énorme diminution. C'est presque moins 50% par rapport à l'habitude. On était à 18, 20 par rapport au nombre de crises. Là, c'est beaucoup moindre. Et c'est-à-dire qu'il y a un effet MeToo dessus. C'est l'avenir qui nous le dira, la prochaine étude. Mais en tout cas, il y a une baisse. Il y a aussi le fait qu'avec le coronavirus, j'en parlerai par la suite, pas mal d'organisations font encore plus attention que d'habitude à leur communication, cherchent à être très responsables, très corporate, et donc il y a un peu moins ça. Donc c'est à observer, mais vraiment baisse du nombre de crises de sexisme dans les crises numériques. 100% fonctionnel et communicationnel, c'est la deuxième fois consécutive qu'il y a ça. Ça veut dire qu'il y a 4 autres types de crises qui sont juridiques, techniques, accidentelles, et il m'en manque un. C'est pas grave, les aléas du direct, mais qui ne sont plus là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bad buzz pour un procès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bad buzz pour un dysfonctionnement d'un produit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident qui rejaillit fortement avec un prisme excellemment social media. Donc, quand il y a un avion qui se crache, ce n'est pas une crise social media pour moi au sens que je le prends. Ça veut dire que presque toutes les crises qui ont lieu sur les réseaux sociaux, elles ont lieu par la communication, par le produit ou par les process de l'organisation. 100% de ça. Vous auditez tout ça, vous mettez tout ça au clair, vous connaissez ce qui peut vous arriver dans les crises d'aujourd'hui, puisque c'est la deuxième fois, et donc ça, c'est même hors Covid.
72% ou 72% en fonction de où vous êtes de crise avec propagation d'images ou de vidéos. C'est moins 9%, mais c'est toujours présent. Donc l'image et la vidéo est toujours prégnante. C'est aussi, on peut un peu le voir comme un effet du coronavirus, hein. On peut moins filmer, moins imager les choses parce qu'on est tous chez soi. Et donc il y a un peu moins d'images dans les crises qui peuvent arriver, mais ça reste toujours un taux très très important à ce niveau-là. Voilà pour les principaux chiffres de l'année. Je vous ai dit, coronavirus a vraiment considérablement influencé le cycle des crises numériques. Je pourrais le mettre en me disant, ouais, j'essaie de me rattacher à un champ plus traditionnel, plus systémique, autre chose. Non, non, non. Ça a vraiment impacté. Je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, l'ampleur du phénomène, vous avez vu, la baisse du nombre de cas de crise, c'est énorme la baisse qu'on a eue, mais aussi, on a, et je vous parlerai du nom exact, plus de 10% des crises qui sont directement liées en fait au Covid. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Les entreprises qui sont touchées, là aussi, il y a un impact coronavirus puisque 67% des crises ont touché 4 secteurs uniquement. Alors qu'avant, on avait une gamme très élargie. Ces 4 secteurs sont 4 secteurs qui sont restés ouverts: loisirs, jeux vidéo, films, etc. Médias, évidemment, qui sont restés ouverts. Retail, les magasins sont tous restés ouverts, style Carrefour, Auchan, etc. Et les services, services à la population et autres. Tandis qu'on a des secteurs qui d'habitude sont un peu des best players, entre guillemets, c'est-à-dire le secteur vestimentaire a toujours été un des secteurs qui était le plus présent dans les crises. Cette année, c'est franchement minuscule. Pourquoi? Fermé, moins de pubs qui sont problématiques. Et c'est aussi le truc pour lequel il faut faire attention au sexisme. Le secteur vestimentaire avait l'habitude aussi d'être un pourvoyeur de ce type de crise. Mais les entreprises qui ont été touchées, ce sont ceux qui ont pu rester ouverts, tout simplement. Ouvertes, pardon. Les causes et les parties prenantes, la communication a beaucoup moins été importante dans le poids des crises actuelles. C'est peut-être d'ailleurs un indicateur pourquoi, parce qu'en fait, les nombres de crises a diminué. Mais la communication est beaucoup moins sous les projecteurs des crises qui ont eu lieu cette année. Je pense que c'est principalement parce que si vous avez, je le pense, parce que vous êtes dans la communication, accompagner vos organisations et autres, on regardait quand même tout, on essayait d'être hyper responsable et autres, et donc forcément, moins de crise de communication et moins de services communication dans les parties prenantes problématiques. Peu de reprises médiatiques, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de cas, j'en parlerai après dans les volumétries et autres choses, mais il y a eu très peu de cas qui ont fait les tournées des médias. Beaucoup en fait de cas ont été sur des médias que je dirais alternatifs, des médias du style Cori, des médias du style Alternative Mondiale, des trucs comme ça. Mais globalement, on a eu très peu de crises qui ont fait la tournée des médias parce que les médias étaient non-stop sur les mêmes champs. Ou des champs très, très d'actualité. Donc, mécaniquement, peu de reprises. Donc, ça explique aussi le fait qu'on ait moins de crises potentiellement aussi, puisqu'il faut regarder sa méthodo. Ma méthodo, c'est quand il y a un article. Mais si les journalistes sont soit en chômage partiel, soit sont occupés sur le coronavirus ou d'autres champs, ils ne peuvent pas écrire sur les crises numériques. Peut-être que c'était aussi un style qui était un peu moins recherché par les lecteurs. Enfin, ça peut avoir plein de choses. Mais en tout cas, quand j'ai refait ma spéléologie des cas de l'année, je n'ai pas retrouvé beaucoup d'occurrences médiatiques. Et donc, ça a aussi impacté à ce niveau-là. Et enfin, et là, c'est le plus flagrant, hein, c'est vraiment là, pour ceux qui suivent cette étude depuis 6 ans, 6e édition, 3 avec Emmanuel, vous savez qu'en général, la temporalité des crises est assez homogène dans le temps. Il n'y a pas de mois en fait, qui seraient les best players ou autre chose. Même le mois de février, qui a moins de jours, est un mois qui est autant que le reste. Là, regardez, c'est assez interpellant et flagrant, hein, mais mars, confinement, pouf, plus rien, avril, on recommence petit à petit. On arrive à un taux assez habituel, c'est-à-dire août-septembre, on reconfine en octobre, et donc ça suit en fait cette vague-là. Et donc, globalement, oui, le coronavirus a beaucoup impacté les organisations d'un point de vue chiffres, structurel et cycle. Regardons un peu ensemble le type de crise qu'on a pu avoir, hein, mais on a commencé l'année en nous annonçant qu'il y avait un petit truc en Chine. On a commencé l'année avec une petite crise qui nous annonçait une alerte jaune pour le courrier Picard, et qui avait été une polémique qui avait tué. Ensuite, on a eu la polémique des masques et du gel hydroalcoolique. On a eu une crise là-dessus. Un magasin Carrefour qui vendait des gels hydroalcooliques LVMH qui ont été donnés gratuitement. Petit problème de ce côté-là. Ensuite, on a eu
tout un combat de valeurs, hein. Souvenez-vous, un peu dans le coronavirus, des gens ont pu dire que c'était à cause de la crise écologique ou tout ce type de choses. Ben, on a des oppositions de valeurs où on doit faire des choix sociétaux. Qu'est-ce qui est le plus important? L'hygiénisme ou l'écologisme. Et donc, on a eu beaucoup dans les magasins d'utilisation de plastique pour tout ce qui était fruits et légumes en vrac dans les premiers temps. Et cette tendance du surplasticage, elle a eu des impacts dans les organisations. Euh, pour Franprix et pour Carrefour, on a pu voir emballer des couverts en bois. Et donc, non en plastique, mais on remet le plastique autour. On a pu voir, et vous le verrez après pour Carrefour, des melons qui étaient bien empaquetés. Donc, forcément, cette crise de valeur, elle a eu un impact. Elle a eu aussi où des organisations ont dû parler de coronavirus et donc retrouver des styles communicationnels euh, qui étaient en accord avec ça. Et là, on a eu un petit faux pas de Generali qui avait mis dans une de ses communications envoyées aux gens, éviter les magasins de proximité. Ce qui là, en termes de communication, bah, vous imaginez bien un peu la polémique qu'il peut y avoir. Et puis, c'est la période où on est, hein, où on ne sait pas si on est en confinement ou couvre-feu. On nous parle de déconfinement, on nous parle de reconfinement. On ne sait pas ce qui a été confiné. En fait, on ne sait pas si on a été déconfiné à un moment. Il y a des règles qui sont différentes envers les pays. Et donc, il arrive des crises euh, comme un magazine, enfin un journal local communal, donc tenu par la commune belge Quévrin, qui fait une publicité pour un coiffeur français, alors que les coiffeurs belges sont fermés. Et donc, ça crée des soucis. Donc, on voit bien que bah, toutes ces sphères-là, comme elles impactent vos vies, bah, elles impactent la vie des organisations et ils créent des crises en rapport avec ça. C'est 12,6% des crises de l'année qui ont eu un rapport direct avec le coronavirus. Je pourrais mettre la COVID, le Covid. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans le débat. Chacun le met comme il veut. Bah, autre effet, pas de crise mastodonte. Chaque année, on avait des crises qui avaient pas mal de volumétrie. En 2019, c'était Decathlon. Cette année, ça n'a pas dépassé 30 000. J'ai même pas forcément été chercher. J'ai été chercher juste ceux qui avaient le plus d'impact. J'avais aux alentours de 30 000 tweets, ce qui est vraiment peanuts. Hein. Franchement, c'est pas grand-chose. On peut avoir des crises sectorielles avec beaucoup de reprises médiatiques qui sont dans ces eaux-là en termes de volumétrie. On n'a pas eu de crise mastodonte cette année et donc c'est aussi un des impacts. Les tendances de l'année dernière, je reviendrai après sur les tendances constantes. C'est toujours très intéressant, ça de voir en fait quelles sont les tendances qui s'insèrent et quelles sont les tendances qui ont été. Bon, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais il n'y a pas. On peut se vautrer parfois. Là, on a l'anti-science qui a continué. Donc, je vous avais dit l'année dernière, je sentais qu'il y avait la création d'une communauté anti-science. Et cette année, bah, avec l'épisode coronavirus et l'utilisation des scientifiques dans la communication publique, l'essor des communautés pro-science, tous les discours pro-vaccin, anti-vaccin, on a cette communauté qui a encore grandi et qui donc est présente et qui n'est pas à négliger pour les organisations. Quand elles ont des communications à réaliser ou autre chose, elles doivent aussi regarder les arguments scientifiques de ça parce qu'il y a des gens, une communauté qui se structure autour de cette anti-science là-dessus. Et là, on a eu Phase Up, un patch anti-ondes pour se protéger des ondes. Vous vous souvenez, l'année dernière, c'était déjà Petit Bateau qui avait fait ça, un magasin, enfin, un petit truc pour protéger les enfants des ondes. Et on Il y a a eu même. aussi, je Oui. ne sais pas si tu te souviens de l'affaire, enfin, c'est aussi d'une certaine manière anti-science ou anti-progrès ou la peur du progrès sur les véhicules autonomes, le bad buzz, enfin la fake news sur Tesla. Je ne sais pas si ça a fait un volume. Ah ben non, c'est pas francophone, mais c'était intéressant de regarder ça puisque Tesla, il y a eu une fausse vidéo en fait, et on voit un véhicule autonome de la marque Tesla qui percute un robot. Et du coup, en fait, c'est la marque du robot qui essayait de se faire sa pub en faisant cette fausse vidéo. Mais ça a surfé sur cette vague d'anti-science ou de peur, en fait, de toutes sortes de choses qui peuvent être nouvelles. Et ça a fait un énorme bad buzz, mais plus dans le monde anglophone. Ah ben, je vais te dire quelque chose que je ne dis pas souvent, je ne l'avais pas vu. Voilà. Écoute, Pas je vu. t'enverrai Pourtant, mes radars d'habitude sont les bien développés, intéressant, c'est plus dans mais la là, presse. j'ai pas vu. Comme quoi, quand on prend, quand on est à fond sur son truc, on rate certaines choses. J'avais raté ce petit truc. Et puis, je vous avais parlé de l'année dernière des difficultés culturelles des grandes marques, et là, c'est Warner, pas Warner, excusez-moi, des grandes marques qui sont multi-pays et qui donc s'insèrent dans des pays dans lesquels ils doivent exister en tant qu'entité globale, avec autre chose, mais avec des cultures différentes. Et je vous avais On montré se souvient, on se souvient de Dolce Cabana avec la Chine.
Ça, ça, Exactement. Ou ça même avait d'autres choses qui sont ramenées, qui sont communiquées dans d'autres pays, qui sont ramenées en France. Je pense au catalogue IKEA, ah en oui, Israël pour ouais. les communautés très orthodoxes où il n'y avait pas de femmes et ce genre de choses. Bah, typiquement, c'est le même genre de cas qu'on a eu ici. Par exemple, pour Cartier, vidéo, on voit 2 hommes, et ça a été mis en Chine. Ils avaient la même alliance. Cartier a dit que c'était son père et son fils et ça n'a pas été interprété comme ça en Chine. Bah, en Chine, culture de l'homosexualité un peu moins prégnante et moins présente. Du coup, crise et soubresaut là-dessus. Même chose en Chine, Monster Hunt, film qui est posté, dans lequel il y a eu un petit dialogue douteux pour eux, où en gros, avec une consonance, ça donnait quelque chose qui pouvait être mal perçu d'un point de vue du marché asiatique. Et c'est ce genre de petits trucs euh, qui potentiellement, bah, c'est compliqué quand on est une marque mondiale de s'insérer culturellement. Donc, c'est vraiment des tendances qui ont été confirmées cette année. Euh, Autre chose, c'est certaines marques qui ont voulu dénoncer les violences raciales et les tensions raciales et qui ont essayé de communiquer. On a eu un cas français et puis on a eu un cas là, japonais avec Nike. Et du coup, là, il était dans l'échantillon parce que c'était traité d'un point de vue francophone. Mais Nike a voulu dénoncer les tensions raciales au Japon, qui a montré des spots où on voyait des personnes en costume traditionnel coréen, puis une personne de couleur noire, et le regard des Japonais sur ces personnes-là. Et du coup, il y a eu quelques soubresauts des Japonais là-dessus, qui ont dit qu'en gros, Nike était anti-japonais, anti-Japon et autre chose, avec deux traitements différents. Et là, ça montre aussi ce côté mondial que je disais précédemment, où la presse internationale était plutôt favorable, positive, là où la presse japonaise était plutôt critique. Même problématique en France avec L'Oréal, qui a voulu bannir de ses produits toutes les mentions de blanc, blanchissant, white, whitening, clair, fair, fairness, light, lightning, où bah, dans la foulée, il y a une campagne de boycott qui était lancée, campagne de boycott de l'extrême droite, où là aussi, une question peut se poser. Hein, quand on est une marque globale, extrême droite, on voit qu'il y a 26% de gens qui veulent voter Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est la place d'une marque ou pas? Et c'est toujours des questionnements assez forts, d'autant plus que il y a ce problématique politique où une marque a la vocation à vendre pour tout le monde, et donc c'est un peu compliqué, mais aussi où, quand même, et le cas de L'Oréal, il y a une historicité derrière, où parfois le discours qu'on a aujourd'hui peut être mis en contre-faux avec les traces qui sont produites et les éléments de contextualisation. On voit que c'est important la contextualisation des tweets. Hein. Twitter a lancé un nouveau produit, on pouvait rajouter un contexte de tweet pour mieux affiner le contexte de production d'un tweet. Très intéressant, en fait, c'est la problématique de la trace numérique laissée en 2013-2014 qui ressurgit maintenant, sans le contexte de production, donc le regard d'aujourd'hui sur des traces d'avant. Et en tout cas, il y a toujours quelque chose qui me passionne là-dedans dans les organisations, c'est toujours à faire attention. Ça m'intéresse beaucoup, ces marques qui essaient de prendre position. Jusqu'à présent, ces campagnes de boycott n'ont pas de tangibilité, c'est-à-dire dans les résultats financiers, on ne voit pas de choses dessus, mais très intéressant à observer. Est-ce que je peux Aussi, juste rebondir là-dessus? En fait, on est sur un fond de problématiques sociétales du type Black Lives Matter. Et puis, il y a des marques qui essayent de prendre position sur les problématiques sociétales. Et ça me rappelle cette histoire de la parité. Je crois que c'était la SNCF qui, à un moment, a dit regardez, on est trop fort, on est pratiquement à égalité de salaire. Et il y avait un pouillème, c'est toujours trop, hein, mais ils étaient très fiers de dire qu'il n'y avait plus que 7% ou 5% de décalage entre le salaire des femmes et le salaire des hommes. Et en fait, on se retrouve sur Internet avec toujours la même chose, c'est-à-dire deux communautés qui vont s'affronter, les novateurs, ceux qui aiment bien voilà, qui apprécient les choses qui changent, et puis les conservateurs. Et de toute façon, si une marque prend position sur ce genre de débat de fond, de débats sociétaux, elle prend le risque de toute façon de se mettre à dos la moitié, en gros, du web, quoi. oui, c'est l'heure des choix. Ce que je disais, en gros, on ne peut pas contenter à tout le monde. C'est mon célèbre adage, ma petite phrase que j'adore, qui fait à chaque fois rire les étudiants, qui est Batman sans le Joker, c'est juste un connard en slip. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on choisit bien déterminant, si on veut être un super-héros et communiquer bien dessus, on a besoin en fait de son opposé. C'est la même chose en politique. Quand on veut se positionner sur un sujet bien précis, bah, il faut une dualité, une opposition et construire en fait son identité sous une base d'ennemis vers lequel on met une opposition, simple principe de narratologie en fait.
là-dessus. Mais bon, les marques Euh, font pas de politique, a priori. Yes, normalement. Mais on voit que ça change de plus en plus. Autre toile de fond que je trouvais assez intéressante, je c'était une des premières années, en fait, ici, c'est la problématique de l'inceste et de la pédophilie, par rapport aux marques et aux choses qui se déroulent. Heu, c'est une problématique et une thématique que je n'avais jamais croisée durant les 10 dernières années, dans mes 4 crises. Donc j'avais très, très peu de sujets en rapport avec ça. Tout au plus, j'ai eu, une ONG qui avait fait des peluches Hitler pour les enfants, enfin ce type de choses, mais jamais en fait de vraies problématiques de pédophilie ou d'inceste à travers des marques ou des produits. Et là, j'en ai 3 et j'étais en train de faire mes propres cas et voilà pas que ça explose et je trouvais ça intéressant. Je dis pas que les choses sont liées, mais je trouvais ça intéressant qu'on ait à la fois une polémique qui a quand même fait tweeter le ministre en question, donc Adrien Taquet, donc secrétaire pardon, d'État chargé de l'enfance et des familles. Suite aux alertes des associations que je remercie, j'ai demandé à Amazon de mettre fin à la commercialisation sur la plateforme de poupées sexuelles à l'effigie des enfants. Donc c'était ce qui était sur Amazon. On se dit quand même à Amazon comment est-ce qu'ils peuvent laisser passer ça. Une polémique sur les jouets Hasbro de troll où ils ont mis le bouton du son juste à l'endroit de l'entrejambe et ça faisait un son quand même assez bizarre. Et puis, on a eu la polémique sur Mignonne et Jolie de Netflix, le petit film. Et, euh, et donc, à quatrième, donc 4 crises cette année, alors que jamais auparavant. Donc, quand même assez incroyable. Sur les poupées LOL Surprise, très honnêtement, je n'y connais rien. Je vais faire genre, je connais à fond, j'ai 2 filles, etc. Je n'y connais rien, mais apparemment, ça se vend pas mal et de manière mondiale, qui a suscité une polémique parce que quand on mettait ces poupées en fait dans l'eau, de l'eau glacée, des sous-vêtements plutôt suggestifs apparaissaient, des barésies, bracelets en cuir, des soutiens-gorge qui apparaissaient quelques secondes. Il y a eu des mamans aux États-Unis qui avaient plancé ça dans l'eau glacée, qui se mettaient des vidéos là-dessus. Donc, globalement, c'est mon histoire des constantes et tendances où là, si vous étiez là l'année passée, désolé, mais l'histoire, c'est un peu la répétition, mais globalement, il n'y a pas grand changement. Mais les réseaux sociaux sont toujours une variable d'ajustement. J'avais parlé de l'année passée de Sonic. Sonic est sorti pendant le confinement, ça s'est très bien passé, alors qu'il y avait eu un bad buzz sur l'image de Sonic, comment est-ce qu'il était mis, etc. Bah, ça a très bien déroulé, y compris sans les salles. Garder le droit de se déclarer en crise, ça reste quand même très important. On est sollicité par pas mal de choses. Cette année, par exemple, on a une du Vif Express qui voulait dénoncer un peu le côté non-acceptation des populations, enfin de la couleur noire parmi les élites, a fait une bien provocante et qui était accusée de racisme, alors qu'eux-mêmes dénoncent le racisme dans leur article. C'est un vieux truc. Bah, est-ce que c'est de la crise? Je mettrai quand même un écho aussi à ce qui a eu lieu en janvier avec les caricatures du Monde, où suite à certaines réactions sur les réseaux sociaux, il y a une censure d'un dessin, est-ce qu'il fallait réagir ou pas? Bah, ça, c'est au Monde à décider. Moi, j'ai mon propre avis et je l'ai tweeté. C'est au Monde à avoir son propre avis, mais il faut garder au moins le droit de se déclarer en crise et de décider si on fait quelque chose ou pas. Le détail fait la différence, donc toujours attention aux petits détails. Le faux est partout. C'est ton cas de Tesla, mais le faux est vraiment très important sur la désinformation. Parfois, c'est davantage la société qui est en crise que l'organisation, c'est-à-dire que parfois, une organisation peut être en crise, mais elle n'est pas en fait le sujet de la crise en elle-même. C'est ton cas de la SNCF. La Oui, SNCF qui tweet oui, c'est là-dessus, c'est qui les en fait débats. regarde la société et qui se dit on a un bon élève, on a des points en plus, on a vraiment amélioré le tweet. Et en fait, on réagit à la SNCF, mais en fait, c'est pas vraiment la SNCF qui est en crise. C'est la société qui est dénoncée par un camp féministe et le reste des opposants et la SNCF qui veut dire ben, j'ai fait quelque chose. Et donc ça, c'est aussi plus difficile à régler sur les réseaux sociaux. C'est cette dimension de, ce n'est pas l'organisation qui est en crise, c'est c'est pas l'organisation, mais la société et le fait que finalement l'organisation, l'entreprise, elle n'a pas la clé pour répondre aux demandes des parties prenantes. Normalement, une crise, c'est ça. Les parties prenantes sont ce qu'on appelle en anglais on demand. Elles ont une demande particulière. Euh, L'organisation essaye de donner satisfaction à ces parties prenantes sur leurs demandes. Mais là, vous avez des parties prenantes qui ne sont pas des parties prenantes, qui pour autant vous prennent à partie et pour lesquelles vous n'avez pas la clé pour résoudre le conflit.
Voilà. Alors, Emmanuel, tu veux réagir. l'entreprise peut devenir finalement l'otage d'un débat sociétal. Et juste pour rebondir sur mon petit cas de la SNCF, en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand euh, le déséquilibre est très très grand, alors bah, il faut du monde pour se mobiliser et dire non, c'est pas possible, on ne peut pas garder une telle différence de salaire, par exemple, entre les hommes et les femmes à job égal, etc. Bon, très bien, donc il y a une mobilisation. Mais après, ce qui se passe, c'est quand l'écart qui reste euh, finalement est très petit, mais rend le reste encore plus intolérable, en fait. C'est aussi ça qui s'est passé. Et après, l'entreprise peut devenir finalement le symbole d'un débat sociétal et elle se trouve engouffrée dans un truc dont elle n'est Ouais. pas. Donc, Un voilà, débat qui la dépasse, pour débat qui lequel elle n'a pas les clés de résorption du défi. Et c'est de plus en plus des organisations qui sont comme ça, qui ne savent pas comment se positionner. Et c'est le propre de la crise. Dans les crises, c'est l'émergence de nouveaux acteurs. Bah, typiquement, l'émergence de nouveaux acteurs qu'on n'avait pas imaginé, c'est ça. C'est comme la personne qui a une petite PME d'usine et qui tout d'un coup voit débarquer des pompiers ou des policiers et qui dit mais c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on gère un PV de ça? Et en fait, du coup, il t'appelle. Parce ouais, qu'ils ouais. ne savent pas, typiquement. Organisations et politiques ne font pas bon ménage, bah, typiquement, bah, il y a des tensions, on l'a vu avec L'Oréal. Les narrations des crises sont incomplètes, donc ça c'est toujours le vrai problématique pour les entreprises, mais ce qui est mis de façon visible et sur les réseaux sociaux, c'est 1% de la connaissance de la crise globale, de ce qui se passe dans les coulisses et autre chose. Malheureusement, c'est ça, et c'est encore plus le cas avec les processus d'image et de vidéo dans lequel une image, c'est un cadre, il y a un dedans et un en dehors, mais on ne montre que le cadre. Une vidéo, c'est un moment où il y a un avant et un après, mais cet avant et après n'est pas montré. La narration est incomplète. Injustice du côté des organisations. Les traces seront consultées sans leur contexte de production, bah, j'en parlais. Euh, donc, il y aura parfois des traces des organisations qui datent de 2012-2013 qui vont ressurgir dans le présent et dans lequel ben, il va falloir expliquer pourquoi est-ce qu'avec le regard d'aujourd'hui, ça ne passe plus, mais à l'époque, ça passait et que l'organisation, elle évolue. Il y a un autre phénomène qui va dans ce sens-là, sur les traces, hein, que je répète beaucoup, je ne sais pas si il y a des gens qui m'ont déjà beaucoup entendu dire ça, mais tenir compte des antécédents, c'est-à-dire les antécédents de la marque et les antécédents du secteur. Si la chose vous est déjà arrivée 3 fois dans les 3 dernières années, eh bien, on vous pardonnera beaucoup moins que si c'est la première fois en 10 ans que vous vous plantez dans votre ou qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qu'en fait, le niveau de tolérance de la marque est très haut et du coup, ça va générer effectivement peut-être un bad buzz, mais pas une crise structurelle, pas quelque chose qui met en danger l'organisation. Alors que si ça fait 3, 4, 5 fois que vous persistez, que vous n'avez pas appris les leçons de vos antécédents, ben, vos antécédents vont de toute façon remonter extrêmement facilement aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'à taper sur Google en page 3. Voilà, on va voir ce qui s'est passé l'année dernière, l'année d'avant, etc. Et on vous pardonnera bien moins. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on prévoit ces plans de crise et qu'on est en train d'essayer de regarder ce qui pourrait vous arriver. Totalement. Les tensions sociales sont génératrices de crise pour les organisations. Bah, on a vu avec les tensions raciales ici, les tensions sociales à n'importe quel moment, bah, elles rejaillissent. Les tensions sociales, c'est aussi le coronavirus qui peut rejaillir aussi euh, globalement. Et enfin, il y a une mondialisation de la crise numérique et les éléments culturels sont problématiques, je l'ai bien montré au départ. L'année dernière, on avait des tendances qui s'est exprimées. Ah, j'en ai oublié. Et les employés continuent à provoquer des crises, mais de moins en moins. Donc ça vraiment, c'est typiquement, on a autant des tendances qui peuvent devenir constantes, autant celle-là, c'est une constante qui peut devenir, on oublie. C'est très très peu de cas de crise et de moins en moins. Donc les employés savent de plus en plus maîtriser les réseaux sociaux et de moins en moins de crises ont eu lieu par rapport à ça. Euh, la différence de réputation, donc quand vous essayez de changer d'une identité à une autre, bah, ça crée des problématiques. J'ai pas pu l'observer cette année, donc ça c'était une tendance de l'année dernière. Les employés deviennent moins un motif de crise, j'en parlais. C'est une vraie tendance de fond qui s'installe. L'anti-science est une nouvelle force, donc une force avec laquelle il faut faire attention. Les blogs sont morts, oui, ils sont bien morts. Donc dans la crise, les blogs sont de moins en moins prééminents. Et enfin, il devient impossible de réaliser des campagnes axées sur les foules. Ça n'a pas été observé cette année. Donc 3 tendances qui se confirment et qui peut-être vont venir des constantes. Et deux choses pour lesquelles on n'a pas pu observer. Donc si l'année prochaine il n'y a plus, bah, j'enlève de ce petit classement.
Passons du coup, avec le temps qu'il nous reste sur le palmarès. C'est un peu le moment où quel est le secteur qui est le plus visé, l'entreprise, les crises les plus grosses et puis les crises où le bêtisier en quelque sorte, on se dit: «Non, ils n'ont pas laissé passer ça». Ah putain! Voilà, C'est ce qu'on d'abord le attend tous. Merci pour cette avant-première, encore une fois, Nicolas. donc secteur le plus touché, secteur des loisirs, je l'ai dit plus ou moins. Tout ce qui peut poser problème, donc produits défectueux, indécents, pratiques responsables, plagiat, je vous ai tout listé. Ça sera disponible dans l'étude, vous pourrez le voir bien à votre aise, mais donc le secteur le plus touché, c'est celui des loisirs, donc tout ce qui est sport, jeux, vidéo et jeux normaux. Marque la plus touchée cette année, c'est Carrefour. C'est un supermarché, donc c'est logique aussi. Il y a eu plus d'activités. Le retail a toujours été un secteur qui était beaucoup plus imprégné que le reste parce qu'il y a beaucoup de gens qui le consomment, avec des cas de crise que je vous ai déjà expliqués. En gros, gilet hydroalcoolique, mes fameux couverts en bois emballés dans du plastique, et puis l'utilisation de plastique pour des micro morceaux de melon. Les plus grosses années de cette année, je commence toujours par un podium, donc avec le 3-2-1, la troisième qui franchement est une minuscule, hein. Voilà, il a fallu un peu gratter pour trouver des choses parce que la plupart sont niveau 1. Donc niveau 1, c'est je vous montre une crise d'il y a 3 ans, vous l'avez déjà oubliée et en fait ceux-là, dans 3 ans, on les aura oubliés. Si c'est le niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a une implication, en tout cas un impact, pour l'organisation. C'était Lidl. Lidl qui en fait, avait une promotion pour des PS4 à 95 € ou 95 € selon votre pays d'appartenance, et une photo réfutée sans leur accord sur un compte de promotion. Et il y a eu un gros attroupement devant en climat de coronavirus et pour lequel dites-vous que l'ouverture a dû être retardée. Donc c'est tout du chiffre d'affaires qui ne tombe pas, mais aussi les PS4 ont dû être retirés du magasin sous escorte de la gendarmerie des Yvelines. Voilà, avec pression presse. Donc c'était la troisième crise. Deuxième crise, si vous êtes un peu jeux vidéo ludiques et autres, ça n'a pas pu vous échapper de l'année, c'est CD Projekt qui a lancé le jeu Cyberpunk avec des problèmes d'optimisation et des bugs dans tous les sens, avec une politique de remboursement et où les réseaux sociaux étaient assez prégnants et assez forts pour faire pression là-dessus, avec une perte de 3 milliards d'euros de valorisation boursière. Bon, on sait toujours que là-dessus, rendez-vous dans 2 à 3 mois et on verra que le cours de bourse ne sera pas si bas que ça. En général, c'est ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour la crise la plus grosse de cette année sur les réseaux sociaux. Mais donc voilà quand même un impact pour cette crise-là. Et enfin, la crise de l'année en termes d'impact la plus grosse, de par les réseaux sociaux, c'est Ubisoft, puisque ça démarre en fait avec des dizaines d'employés qui créent des comptes de façon anonyme sur les réseaux sociaux pour dénoncer le climat d'harcèlement quotidien et d'harcèlement sexuel. Petit à petit, des journalistes reprennent uniquement le climat d'harcèlement sexuel, hein. On sait que le jeu vidéo et notamment l'acquise de Cyberpunk en est un aussi. C'est la marche forcée pendant cette phase-là de production finale et des bug reports qui étaient dénoncés. Une enquête de Libération plus d'autres médias au niveau mondial et puis bouf, c'est l'effet d'entraînement, c'est la séquence. Donc c'est pas uniquement un épisode, c'est une séquence qui s'articule sur plusieurs jours et plusieurs semaines. Démission de 3 hauts responsables dessus, baisse de valorisation boursière de 7%. Et là, c'est le vrai cas aussi. J'ai été un peu regarder le cours de bourse, tout va bien, hein. Ils ont même augmenté. Les jeux vidéo se vendent très bien. On a coupé des têtes, on n'en parle plus trop dessus. Mais c'est un cas typique de ce type-là. Et donc, celle-là est la plus grosse de l'année. Passer à un contexte un peu plus joyeux, hein, typiquement avec les crises les plus idiotes, un peu allez, typiquement le genre de crise de ah non, ils l'ont pas fait quand même, avec un employé de Air Maroc qui a fait venir une star du X qui s'appelle Valérie Kay, je ne connais pas personnellement, et où des photos ont été publiées à la fois dans le cockpit et vraisemblablement dans l'avion aussi. 3 employés ont été licenciés et petit à petit, Air Maroc a dû prendre position. Quatrième position, c'est Nous avons oui? des amis marocains, donc c'est pas Air Maroc, c'est Royal Air Maroc. OK, pardon. Dans les articles, c'était Air Maroc, mais soyons précis, tu as raison. C'est Ah et Royal. en plus, je vois que dans l'article, parce que j'ai une petite côte, il y a mis Royal Air Maroc, donc tu as totalement raison. Sorry. Un sac qui a été lancé par un créateur belge
The Story I Can Breathe. Et là, c'est typiquement le contexte de production. Ils n'ont pas expliqué avec ce sac, en fait, tout le contexte autour. C'est-à-dire que pour chaque vendu, pour chaque sac, il y a 1 € au Resto du Cœur. Mais bon, quid des autres euros de bénéfices. Et ils disent que le reste a été réinjecté, mais ça n'a pas été expliqué au début. Et donc, on peut imaginer, avec toute la polémique autour de la mort de George Floyd, qui est mort étouffé par la police aux États-Unis, vous avez un sac Please I Can Breathe qui est vendu de façon pécuniaire. Bah, ok, ils trouvent que l'intention est bonne, donc typiquement, même chose que pour la SNCF. De notre côté, on se dit que tout est bien et on fait le bien dans le monde, et en fait, après, on lance le truc dans le grand public et on se rend compte que tout le monde n'a pas la même clé de lecture, ça s'insère dans un processus un peu plus global. Troisième crise un peu bêtisée de l'année, c'est une brasserie canadienne qui s'appelle Ellsbelsmans, qui a lancé une bière Uru Uru, et ils pensaient que ça voulait dire plume en maori. Ça faisait 1 an et demi que la bière était là, puis tout d'un coup, il y a un mec qui a décidé de poster quand même pour dire, et qui dit: excusez-moi, vous aurez quand même pu utiliser quelqu'un qui était vraiment maori, etc., parce que votre bière, en fait, c'est poil plus bien que ça veut dire. Et donc le patron, il a dû un peu communiquer là-dessus, s'excuser et annoncer un changement de nom de la bière, puisque poil plus bien, ça le faisait pas trop. Voilà. Deuxième, on l'a déjà vu, hein, donc pour si vous n'étiez pas là au début, donc c'est une commune belge qui a un journal communal, et donc il doit faire respecter la loi et autre chose. Et dans le journal communal, ils font la publicité d'un coiffeur français, alors que tous les coiffeurs belges sont fermés pour raisons sanitaires. Euh, c'est quand même, non, c'est quand même pas possible. Bah, si, c'est possible. Et cocorico belge à mes compatriotes. Only in Belgium, ce genre de choses. Et enfin, la dernière crise, qui là, pour le coup, a eu très peu. Alors, autant il y a eu pas mal de reprises sur les réseaux sociaux, autant très peu de reprises presse. J'ai même cru à un moment que c'était une fake news. Et en fait, j'ai pu retrouver le lien pour le shopping chez Puma, où j'ai pas retrouvé la même couleur en noir. C'était en bleu et autres, mais ça donnait à penser que les baskets Puma faisaient un hommage à Hitler. Vous savez qu'il y a pas mal d'histoires autour d'Hitler. Je pourrais vous faire une. C'est une idée du binaire si vous voulez, mais la nazification des cas de crise où tout le monde voit Hitler partout dans des théières, partout. Et là, en fait, c'était un hommage au créateur de Puma, ou Puma, selon la façon dont vous le prononcez. Et en fait, des internautes y ont vu Hitler, et donc ça a mal fonctionné de ce côté-là. Donc, voilà pour le palmarès et les tendances et constantes de cette année. On peut du coup passer aux questions-réponses, Emmanuel. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'était passionnant et étonnant. Et c'est vrai que c'est fou de voir à quel point, en fait, il n'y en a pas eu quoi, cette année, d'une certaine manière. Enfin, par Oui, rapport à ce qu'on a vache vu. maigre. Ouais, c'est terrible. Et pourtant, nous, on a constaté hein, dans toutes les crises de cette année qu'on a pu gérer, toujours une influence extrêmement forte en fait des réseaux sociaux, même si on n'est pas sur des volumes extraordinaires comme on a pu voir sur le H&M ou des choses comme ça qui étaient complètement dingues. Cependant, ça reste des points de bascule. Hein, on est vraiment sur le tipping point. Ça reste des points de bascule de passage en crise ou de bascule en surcrise qui sont toujours aussi importants. Alors, Oui, en fait, c'est pour juste rebondir là-dessus, parce que tu soulèves un point très intéressant et que moi, je remarque à l'échelle de mon organisation, c'est dans l'évolution des crises, euh, c'est l'articulation entre réseaux sociaux et articles. Moi, je prends des crises qui démarrent des réseaux sociaux et qui après atterrissent dans les articles. Mais aujourd'hui, dans les crises normales, entre guillemets, ou d'autres processus, on a un jeu de va-et-vient entre médias et réseaux sociaux qui revient à l'essence même de la théorie de la crise. Hein. On dit qu'en fait, il y a un cadrage des parties prenantes, cadrage médiatique sous base des gens. En gros, on fait des témoignages, on va aller rechercher des témoignages parmi les gens, et il y a un cadrage médiatique auprès des gens. Les gens consultent la presse et autre chose. Et en fait, on a le même jeu de bascule entre réseaux sociaux et médias, où les réseaux sociaux influencent les médias dans leur construction médiatique, mais aussi où la construction médiatique influence les réseaux sociaux, les tonalités et autre chose. Et donc, on observe une importance grande des réseaux sociaux, pas sur son champ premier, c'est-à-dire la crise qui démarre par les réseaux sociaux, mais le commentaire de la crise par les réseaux sociaux. Et même aujourd'hui,
des trucs que j'aurais jamais vus, mais je ne sais pas si vous avez été voir un peu ce qui se faisait sur l'intersyndicale de Suez, sur le rapprochement Suez-Veolia. Mais c'est des trucs qu'on n'aurait jamais vus avant. Il y a des vidéos avec des lip tubs qui sont postées. C'est assez incroyable. Si vous avez vu Unibail, le combat boursier qu'il y a eu, avec un compte qui a été lancé spécialement pour l'occasion de putsch boursier ou de maintenance de l'administration sur les réseaux sociaux, c'est ça qui abreuvait la presse. Et donc, il y a une vraie place du social media, un autre endroit que le phénomène que j'étudiais jusqu'alors, mais qui est aussi intéressant et pour lequel c'est un peu plus difficile de faire un baromètre parce qu'alors on analyserait le monde entier, quoi. Là, justement, ça vient, enfin, je suis en train, on est peut-être en train de se dire que dans la prise en compte qui est ta prise en compte, qui est ton choix en fait, hein, d'hypothèse de départ, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en retard apparemment et qui nous pose la question de comment est-ce qu'on définit, comment est-ce que tu prends une crise, tu prends celle-là et pas l'autre, qui est de, bon, est-ce que les médias mainstream en ont parlé ou pas. Bah, finalement, je ne suis pas sûre que ce critère-là, dans les années qui viennent, va être un vrai critère d'une certaine manière. Parce que le mal que peut faire une, un très gros buzz qui reste sur les réseaux sociaux, pour peu qu'il se déploie sur plusieurs plateformes, donc on n'est pas que Twitter, mais qu'on ait Twitter et Facebook et WhatsApp et Instagram, et au moins deux en tout cas, ce dommage à la réputation qui peut arriver, finalement, il est très fort, même si Le Monde ou un journal ne l'a pas repris. Et Oui, mais il y a ce que tu soulèves est très intéressant, c'est-à-dire sur le chiffre d'enseignement de comment je gère une crise. Pour autant, le prisme, moi, il faut comparer, c'est comparable, c'est-à-dire à baromètre, et qui est des années dans lesquelles bah, c'est toujours la même façon dont on considère les choses. Mais surtout, moi, ce qui me motive, c'était mon truc de départ. Et le truc autour de la communauté anti-sang, je trouve ça parfait aussi en termes de nouvelles choses. Mais c'est qu'est-ce qui structure communautairement les gens autour de problématiques d'entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce qui, en fait, ne passe pas par les champs traditionnels et qui sont naissants, qui sont grassroots, qui sont by the citizens en quelque sorte, mais qui naît euh, d'un espace médiatique qui ne sont pas les structures traditionnelles de la société, les médias, les pouvoirs, les lois, les sphères publiques, les autres choses, mais qui naît en fait par d'autres formes comment dire, de militantisme, de structuration communicationnelle, communautaire, pour lequel finalement, moi, à chaque fois avec ces genres d'études, bah, quand j'ai une crise, bah, je peux dire, bah ouais, en fait, ça fait 3 ans que c'est une toile de fond, cette personne-là, elle est importante, cette personne-là, elle est importante, ou quand je remarque un tweet qui, en temps normal, doesn't ring a bell, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ça met pas un signal fait dans la tête, bah, en fait, moi, je me dis, mais ah ouais, mais en fait, il y a tout ce champ-là qui s'ouvre. Attention, parce que ce narratif, on ne l'a pas croisé dans l'entreprise, on ne l'a pas croisé avec des journalistes, mais je sais qu'il pourrait exister parce qu'il y a eu une naissance de communauté. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je garde encore ces sphères-là, parce que globalement, quand on arrive sur un an à se dire, OK, j'ai des constantes qui sont toujours les mêmes, j'ai des phénomènes qui deviennent des constantes, et puis j'ai rien de grand nouveau, on arrive un peu à l'effet de saturation en recherche. C'est pas le but, mais je pense que quand même là-dessus, il y aura toujours un truc d'intéressant à regarder. Ok. Bah, merci beaucoup. Alors attends, il y a quand même pas mal de questions qu'il faut qu'on déroule parce que sinon il ne reste plus beaucoup de temps. Donc on a Stéphane, hein, Stéphane Martin, qui est le grand organisateur du Risk In en Suisse, que vous connaissez peut-être. En tout cas, Stéphane nous dit, alors, est-ce que vous pensez que quand la crise Covid sera enfin derrière nous, est-ce que on va revenir à des modèles plus similaires aux années passées, ou alors qu'est-ce qu'on a un vrai changement de paradigme et il y a des trucs qu'on ne verra plus, ou des irritants, pour reprendre le mot favori du Berlandier, j'ai vu qu'il est parmi nous ce soir, des irritants sociétaux du type la parité, du type Black Lives Matter, du type harcèlement, etc., qui vont être des constantes et provoquer toujours des crises. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le Covid, ça va? Alors, moi, j'ai toujours répondu de la même façon à cette question. C'est autant je suis bonne analyse du temps présent, autant je suis très mauvais futurologue. Donc là-dessus, sur le monde après, ce genre de Pas choses, de boule de généralement, je suis cristal. pas dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que des cas comme le monde, où on a un camp à gauche, un camp à droite, en fait, il va falloir apprendre à vivre avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont une expression
globalisante. Donc, on a l'impression les réseaux sociaux, organisés en minorité et en communauté, structurés autour de liens bien forts qui peuvent être des champs antiracisme, écologisme, féminisme et d'autres sphères, dans lequel il est rapide d'avoir des ingrédients de viralité, parce que la viralité, c'est très peu. Hein. Quand on regarde que la plus grosse crise, c'est 30 000 tweets, euh, on rassemble rapidement ça avec un bon truc. Mais Est-ce que, que en fait, on devra apprendre à c'est comprendre que les réseaux critère de sociaux sont. 30 000 Ouais. tweets? Si, je pense, et il y a pas mal de questions sur ce sujet-là, je pense à Balance ton agency, Balance ta startup, Balance ton port, enfin qui sont des émanations de Balance ton port, et la crise en ce moment sur l'ouïe-tu. Ces choses-là ne se passent pas finalement sur Twitter. Alors le Elle critère se de 30 000 tweets, elle se passe sur Instagram essentiellement. Ça, c'est une nouvelle forme qui m'intéresse énormément, mais avec les mêmes sphères. On commence maintenant à faire chez nous des cartographies Instagram sur la même chose que le modèle de Twitter pour garder les trucs relationnels. Ce qui est intéressant, en fait, dans le lien, la façon dont les acteurs se suivent, c'est le lien communautaire. C'est ce que je disais, on est organisé dans un village global dans lequel on est organisé en communauté avec des tissus relationnels qui sont révélateurs de communautés, écologistes, féminisme et autres. Quand on regarde un peu sur Instagram la façon dont les gens se suivent l'un l'autre, c'est dans des grandes sphères thématiques qui ont d'autres trucs, hein, gastronomie, photographie, homage, un truc, lifestyle, sport, jeux vidéo, plein de trucs comme ça qui sont de plus grand public que sur Twitter, clairement, et structurés sur la façon dont on voit le monde. Et sur Twitter, on voit le monde de la façon dont les actes, enfin, d'un point de vue politique. Sur Instagram, c'est passionnant, mais en fait, les gens se structurent une fois qu'on a défini les thématiques, la grande thématique, ils se suivent en sous-communauté sur la façon dont ils voient le monde, mais d'un point de vue photographique. Donc, les gens qui aiment le vintage se suivent en vintage. Les gens qui aiment le Russian way of styling, alors qu'ils ne sont pas en Russie, ils se suivent par rapport à ça, etc. etc. Et ça, c'est passionnant. Et donc, on va avoir d'autres formes de suivi et des communautés comme celle de Balance Ton Agency sont déstructurées en dehors du champ de la communication ou du digital. Et on peut le faire parce qu'en fait, c'est un microcosme de la communication, mais où tout le monde le voit. Donc, il y a des impératifs de marque employeur, ce type de choses. Balance Ton Agency, franchement, allez demander à Mamie Ginette, Nice, 75 ans, allez voir ce qu'elle va vous dire, 75 points pour les Français, elle va rien vous dire. Mais donc, tout cet Ouais. agglomérat Non, mais tu as qui raison. réclament des choses, il va falloir apprendre pour les organisations que faut vivre avec. Il ne faut pas L'impact, forcément prendre dessus. peut-être, c'est qu'en fait, c'est un impact extrêmement fort pour la boîte dans sa propre communauté. Si je reprends l'exemple de Balance Ton Agency, c'est-à-dire que sa communauté, pour ce qui est de ce cas précis, des agences de com parisiennes, enfin, qui est finalement un tout petit monde, eux, ils sont tous au courant, ils sont tous en ébullition, c'est la fin du monde, etc. Mais d'un point de vue statistique, on n'a pas un bad buzz international, enfin tout ça ne parle à personne parce que c'est resté dans une toute petite communauté, quoi, d'une certaine manière. C'est pas quelque chose qui Toujours, c'est le microcosme. Les gens se regardent le nombril et regardent leur propre actualité, donc ils ont l'impression que quand c'est dans leur sphère, tout le monde est au courant. Et en fait, non. Il y a plein d'autres sphères qui ne sont pas forcément au courant de tous les événements, qui n'ont pas en fait de marqueurs de visibilité. Et donc, s'il fallait faire un parti pris sur l'évolution des crises globales qui mobilisent tout le monde et dans lequel il va falloir apprendre à pas dire oui à chaque fois, hein, ouais, tout simplement, alors et avoir des coronesses, quoi. ça rejoint peut-être une des questions qu'on a. Il y en a beaucoup de personnes là, qui nous parlent d'un certain nombre de crises, par exemple le slip français là, qu'on a eu en début d'année, les entreprises du textile qui font esclavagiser les Ouïghours, etc. Et ça, peut-être qu'ils sont surpris de ne pas les voir dans les bad buzz. Et finalement, le slip français, nous, dans notre monde, à nous, ça a été quelque chose d'important, qui a été repris par les médias, etc. Mais finalement, ça n'a pas, toujours sur le fond sociétal de Black Lives Matter, mais ça n'a pas été une crise suffisamment importante pour que tu la nommes cette année. Le site français, par exemple, on l'a vu l'année dernière quand on était à notre conférence, on en avait discuté, je l'ai déjà oublié, typiquement. Donc, ça fait pas marqueur allez, ça fait pas marqueur de choses, à part pour les gens qui sont vraiment
ils étaient attachés à la marque si français, ils la connaissaient et ils ont une autre connaissance sur les éléments. En plus, c'est pas sur quelque chose qui concernait typiquement l'entreprise en plein fouet, c'était entre les deux. Donc, c'est toujours dur de dire l'impact d'une crise. En fait, même pour les clients en social media que j'ai pu accompagner sur certains dispositifs de ce type-là, je dois dire que j'ai pas eu énormément de cas de négativité sur les principaux indicateurs qui sont le recrutement de nouveaux talents, le chiffre d'affaires ou d'autres points. Euh, Mmh. c'est Oui, c'est on a sûr, quand on se bien. regarde le nombril et on regarde soi-même, bah, on trouve des choses, mais quand on regarde à l'échelle du monde, en fait, on est très peu de choses. Oui, oui, ça de toute façon, c'est une bonne parole. J'ai 2 dernières questions parce qu'il faut vraiment qu'on les traite parce qu'on est presque fini là. Donc j'ai Karine qui nous donne un cas concret. Une entreprise donc critiquée par une ancienne salariée. L'ancienne salariée accuse de harcèlement sexuel et moral. Que faire? C'est quoi les premières actions? Est-ce qu'on coupe les réseaux sociaux, etc. Et donc, bah, ça, c'est plutôt peut-être plus une question pour moi. Bon, une ancienne salariée ou un ancien salarié un peu fâché qui essaye de se venger, c'est des choses qui arrivent extrêmement régulièrement. La première des choses à faire, évidemment, c'est de ne pas tout à coup plus de son, plus d'image, hein, pas du tout, parce que là, ça serait tout de suite un aveu d'une certaine manière, un aveu que c'est vrai et qu'on ne sait pas quoi faire avec ce truc-là. Donc la première des choses à faire, c'est d'enquêter en interne pour savoir et connaître la réalité de la chose. Et puis s'il y a une réalité, eh ben, c'est de sanctionner extrêmement fort, haut et clair. Donc occupez-vous des gens en interne d'abord. Et puis ensuite, bien entendu, et c'est là où le système de veille est absolument fondamental pour prendre des décisions, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, c'est que, comme disait Nicolas très bien, quand on se regarde soi-même, on a l'impression que tout le monde parle de ça. Attention, peut-être que ce n'est pas du tout le cas en fait. Vous avez l'impression que ça fait un énorme buzz, mais peut-être que finalement, de toute façon, ce n'est pas une histoire qui a du tout touché le grand public. Donc il faudra cartographier absolument vos parties prenantes, vérifier lesquelles peuvent avoir vent de cette histoire et comment est-ce qu'ils réagiraient par rapport à ça, devenir et être absolument proactif sur votre communication avec ces parties prenantes en allant vous-même, j'ai envie de dire, déminer l'affaire, raconter les choses telles qu'elles sont. Vous avez l'entreprise à déconner, elle n'a pas déconné, c'est là qu'il faut absolument mener l'enquête et c'est important, et en toute transparence d'aller expliquer votre version de l'affaire. Donc le pire, ce serait de faire l'autruche, de s'enterrer, de tout fermer, de plus parler. Ça, voilà, c'est le pire des choses à faire. Et l'autre chose qui pourrait être aussi une très mauvaise idée, c'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. C'est donc d'aller dire ubi et urbi, ah bah cette dame, elle a été licenciée pour faute, elle est très fâchée, elle essaye de se venger, c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Donc voilà un petit peu les premières actions. Et j'ai une question qui là du coup est vraiment pour Nicolas, Isabelle, qui nous demande si le réseau Twitch, je ne sais même pas ce que c'est, commence à devenir important en termes de diffusion des crises et des bad buzz. C'est une plateforme de streaming dessus. Là, je vais être très honnête et dire que c'est un peu allez, quelque chose pour lequel on a une œillère en quelque sorte. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'API pour regarder un peu tous ces éléments-là. Donc, je ne peux pas me plugger à quelque chose pour regarder si on en parle, si on parle de mes clients là-dessus. Et par ailleurs, euh, pour avoir des crises, il faut des choses dans lesquelles il y a un accès plus ou moins ouvert. C'est-à-dire que c'est pour ça que Facebook, alors qu'il a beaucoup plus de personnes, bah, est moins utilisé pour mettre son mécontentement, faire des choses ou qui crée des crises dans les médias. Bah, c'est la même chose. Donc, le Twitch n'est pas mentionné dans les différents articles qui arrivent. Par ailleurs, Twitch est très relié au champ du jeu vidéo. Euh, donc, potentiellement, certainement que sur tout ce qui était la crise de cyberpunk, il y a certainement eu dû avoir plein de commentaires sur Twitch, des vidéos, des live streaming, mais c'est des choses qu'on ne peut pas forcément regarder. Donc, j'ai pas vraiment la réponse à la question, j'en suis désolé. Eh ben oui, ben donc on verra si Twitch enfin si Twitch finit par avoir un API, donc tu pourras comme ça te plugger dessus, Le etc. jour où ils ouvrent leurs données, je serai le premier à aller regarder ce qui s'y passe. Ouais. Et donc aussi trois questions sur le buzz sur l'ouillietu,
Je ne sais pas, Nicolas, si tu l'as vu. Nous, on l'a vu, on a Je publié. l'ai vu puisque j'étais la semaine dernière, mercredi, avec la personne de Balance Son Agency qui en avait discuté. Du coup, on était sur un autre débat, un débat du CELSA sur le climat de vengeance des réseaux sociaux. Donc, je l'ai un peu vu passer. Euh, mais c'est typiquement, en fait, il y a un peu de mécanisme de légende urbaine là derrière, de attention les filles, sachez qu'autour de ces produits-là, en fait, elles les achètent à tel endroit, elles utilisent des petites mains, elle gère mal le personnel, etc. Et Elle nous comme il y fait a une mentir. communauté, les gens sont un peu sur le côté. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est intéressant que c'est sur Instagram, et ça représente en fait ce que je vous disais dans la première slide des 6% de crise Instagram. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait un truc, parce c'est un espace public global dans lequel tout peut transiter. Et autour de certains champs, la mode, la beauté, la photographie, le jeu vidéo, le loisir, le lifestyle et la bouffe et culinaire. Ça, c'est vraiment l'endroit pour lequel il peut y avoir des crises, et c'est le cas typique autour de ça. Et ok, merci beaucoup. J'ai une dernière question là qui est arrivée, qui est assez classique. Je pense que je pourrais répondre facilement, mais tu confirmeras. Est-ce qu'on a les moyens de faire du social listening sur une marque dans les groupes privés sur Facebook? C'est la même chose. On a énormément de problèmes sur les groupes WhatsApp. Il y a une banque anglaise qui s'appelle Metrobank, par exemple, qui a vu sa share, le prix de ses parts complètement se casser la figure, je crois plus de 15 ou 20%, parce qu'en fait, la communauté indienne à Londres se faisait des groupes WhatsApp, dans des groupes WhatsApp que par définition on ne peut pas écouter, et il disait la Metrobank va très mal, elle va faire bankrupt, etc. Il faut absolument que vous sortiez vos comptes, il faut que vous sortiez votre argent, sinon vous allez perdre votre argent, etc. Et donc, de la même manière, les groupes privés sur Facebook ou les groupes WhatsApp, eh ben non, non, on ne peut pas écouter. Alors nous, ce qu'on fait, c'est vraiment en parallèle finalement de ce que fait Nicolas, qui industrialise, hein, lui, il met ses écouteurs, tous ses logiciels, etc., sur les différentes plateformes pour nous sortir des analyses de data. Nous, on fait un travail d'analyse, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller dès le démarrage de quelque chose, et quand c'est encore possible, on va se glisser en fait en anonyme ou avec des profils dans les groupes en question, et on va écouter de façon totalement neutre ce qui s'y passe. C'est le seul moyen finalement d'avoir une vue sur ce qui se raconte. Sinon, quand on le voit, en général, c'est beaucoup trop tard. Je te confirme qu'il n'y a aucune possibilité technique et que nous, on ne le fait même pas pour les groupes privés. Donc, on fait pas ça. Voilà. Donc, voilà, le seul moyen de le faire, c'est d'avoir des gens dans la place. Bon, bah, il n'y a plus de questions. Il y en a eu énormément. Merci Jean-Philippe pour tes petits commentaires. C'est pas joli, joli, mais c'est très efficace. Voilà, bah, écoutez, on est pratiquement à l'heure, hein. On a dépassé de 7 minutes. Alors sachez, parce que ça, c'était question qu'on a eu, on l'a dit au début, mais on vous le redit. Nicolas a eu la gentillesse, encore une fois cette année, de nous donner ses résultats en avant-première, donc tous ses learnings et bien plus, hein, parce que son rapport est quelque chose de beaucoup plus complet, vont être disponibles dès demain matin. Gratuitement, en open source, hein, sur le site de Saper VDR, je suppose. Yes, Et nous, je vais le poster tout de suite sur Twitter. voilà, tu vas le poster sur Twitter. Et nous, ce qu'on fera, c'est de toute façon, pour tout le monde, on va vous faire un petit email, hein, de récap avec, comme d'habitude, notre petit questionnaire pour savoir si vous avez aimé, etc. etc. Et on mettra le lien vers le rapport. Comme ça, vous pourrez cliquer directement dessus. Et est-ce que, Nicolas, est-ce qu'on pourra donner les slides également ou... Oui, les slides, mais en fait, la plupart des slides sont des slides simplifiés d'études, donc tout s'y retrouvera. S'il y a la moindre question sur le méthodo, commentaire ou quoi que ce soit, ben, envoyez-moi un DM sur Twitter, ma mention, par mail, whatever, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok, et il y a juste une question de Chloé qui là du coup est vraiment là je recommande à Chloé de passer un petit email ou un DM à Nicolas sur quel outil de veille conseiller. Moi, ce que je vous conseille, hein, en tant qu'agence de gestion de crise et agence de communication de crise, et pour avoir essayé depuis 10 ans de voir quel logiciel est le meilleur. Alors il y a celui-là, il y a celui-là, il y en a un nouveau tous les ans. Enfin bref, j'ai fini par me dire ok, chacun son métier.
Et finalement, la veille, ce qui marche bien, c'est de trianguler, hein, Nicolas pourra vous expliquer ça en long, en large et en travers. Ce qui marche bien, c'est d'utiliser plusieurs logiciels à la fois, c'est d'avoir des analyses des gens qui ont l'habitude, etc. Et donc, en fait, l'internalisation de la veille, en particulier de la veille crise, où on ne peut pas se louper. Moi, il ne faut pas que je manque un tweet, il ne faut pas que je manque un truc, parce que sinon, après, c'est la crise qui a… Je reviens à ma stratégie des feux naissants, c'est la crise qui a été prise trop tard, et là, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on travaille bien. Eh bien, il vaut mieux confier ça à des grands spécialistes, hein, comme l'agence de Nicolas. Voilà, ça sera mon conseil, mais après, Nicolas pourra vous dire les avantages et Ouais, les plus. moi, ils le savent et je le faisais avant avec eux. Je n'ai jamais caché le fait que j'utilisais pas mal VisiBrain, parce que c'est l'outil qui est le Oui, plus mais ça, taillé c'est pour là-dessus, avec ça. des performances, et d'autres choses. Mais, on utilise pour d'autres choses, notamment sur la presse régionale, dans des cas bien précis où là, c'est peut-être un peu plus faible, parce qu'ils ne tweetent pas tout et ce genre de choses. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais pour une solution globale qui fait le job, là où les informations sont essentielles, si je devais en dire un, je dirais VisiBrain. Voilà. Mais encore une fois, pour exploiter vraiment VisiBrain dans son entièreté, pour nous, pour avoir essayé, hein, on a eu Mmh. VisiBrain pendant plusieurs années, euh, c'est un Ah job bah, maintenant. je vais pas te dire le contraire, hein, venez chez moi, Voilà, ça on marche fera des super réunions bien, de mais il faut groupe. faire comme ça. On fera des prix d'entrée, on va faire un couponing, si vous mettez le code SAPERVEDERE, moins 10% sur le monitoring du premier mois. Voilà, alors c'est les soldes, profitez-en. Excellent. Bon, écoute, là, je crois que j'ai vraiment oublié personne. Voilà, il y a pas mal de gens qui nous disent merci, qui te disent merci, Nicolas. Excellent. Voilà. Il y a un petit commentaire sur VisiBrain. VisiBrain est très fun. Allez chez Nicolas. Bon, ils s'appellent tous les deux Nicolas, hein, donc comme ça, c'est facile, Nicolas. Donc, allez, vive les Nicolas. Et puis, bonne soirée à tous et rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire de EHEA. À bientôt et Ciao, merci. ciao.